Bien, bonjour à tous et puis bienvenue au Musée de l'Homme puisque c'est moi qui parle le premier. Donc ce que je vais vous présenter ce matin, c'est une promenade à travers les lieux, les personnes et le temps. Donc il faut le prendre comme tel. On ne peut pas faire une histoire des sciences en une heure, mais on peut se promener en une heure. Donc c'est la manière dont j'ai organisé cette présentation. La première, c'est de vous dire que le Musée de l'Homme où vous êtes maintenant, c'est une vieille institution. Néanmoins, il a ouvert il y a 6 ans. Malheureusement, on n'a pas pu fêter les 5 ans l'année dernière parce que vous savez, comme tout le monde, qu'on était enfermés. Et donc, c'est le rappel de cette inauguration qui était la conclusion d'une grande dizaine d'années de travail, de conception et à peu près 50 chantiers pendant lesquels le bâtiment était vide et puis a été réorganisé et installé. Le musée de l'Homme, que je ne vais pas décrire plus que cela, je sais que vous aurez des visites, ou vous avez déjà eu des visites du musée, donc ce matin, moi, je ne vais pas le détailler, sauf pour vous dire comment il a été conçu, et vous comprendrez plus tard dans l'exposé en quoi il est différent du musée de l'Homme d'avant. Il a été conçu sous une forme avec les 3 questions philosophiques de base que vous voyez là, comme étant un musée interdisciplinaire, totalement inséré dans le Muséum national d'histoire naturelle. Donc c'est la galerie des sciences humaines du Muséum national d'histoire naturelle. Et il a été organisé avec un croisement des disciplines qui toutes s'intéressent à l'homme en tant qu'espèce et en tant que société. Donc il n'y a pas de secteur géographique, il n'y a pas de section de disciplines, anthropologie physique, ethnologie, préhistoire, comme c'était dans l'ancien musée. Et on a intégré les approches aussi bien des sciences humaines que des sciences biologiques dans cette présentation de l'homme, ce qui veut dire que ici, ce n'est ni un musée d'ethnographie, ni un musée de préhistoire. Ce musée de l'homme, c'est la conclusion d'une très longue histoire, puisqu'elle remonte aux origines du Jardin des Plantes et aux origines du Muséum national d'histoire naturelle. Donc c'est ça que je vais balayer devant vous, en commençant par la figure fondatrice de notre Muséum d'histoire naturelle, qui était le médecin du roi, Guy de la Brosse, qui voulait créer un jardin de plantes médicinales pour pouvoir, d'une part, éduquer les médecins, et d'autre part, fournir les citoyens de Paris en plantes médicinales fraîches, soit qu'ils pouvaient cueillir eux-mêmes, soit qu'ils pouvaient obtenir chez les apothicaires, chez les pharmaciens. Et j'ai pris quelques phrases d'un gros manifeste qu'il avait écrit pour défendre auprès du roi qui était Louis XIII, pourquoi il fallait construire ce jardin des plantes médicinales. Vous voyez le titre, avis défensif. Il dit « J'offre de montrer publiquement que quiconque prétendra exercer l'art de la médecine sans la connaissance et l'usage des végétaux, je dis de tous ceux que nos campagnes nous fournissent, que c'est un trompeur, qu'il se moque des dons de Dieu et méprise les divines grâces, et que tant de prétendus doctes, etc. etc. » Donc le propriétaire de cette copie du mémoire, il a, vous voyez en bas, il a rayé, c'est marqué Guy de la Brosse, médecin ordinaire du roi, et le médecin, le vrai médecin officiel, il a marqué charlatan infâme. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette petite image en haut à droite, qui est un recueil de dessins que Guy de la Brosse avait fait faire des plantes qui étaient cultivées dans le jardin des plantes. Et c'est un cactus, ce qui veut dire qu'il y avait déjà des cactus qui étaient en culture à Paris en 1828-29. Et j'ai mis un cactus parce que vraiment, c'était comme ça qu'ils étaient considérés. Autre phrase de ce document, c'est des phrases que j'ai extraites d'un long texte. D'une part, il explique pourquoi il faut faire un jardin des plantes, parce qu'il faut pouvoir montrer les plantes vivantes. Et il cite, il faut un maître pour les montrer. Personne ne s'y peut rendre expert par la seule lecture des livres, pour quelque assidus qu'elles soient, même les meilleurs auteurs. Et plus loin, il leur faut les voir et revoir sur le pied, avec un maître entendu et consommé en leur recherche, les contempler et goûter en diverses saisons de l'an et de l'orage. C'est une prise de position. Il crée ce jardin contre l'université et contre la Sorbonne.
Vous allez voir ensuite pourquoi. Et c'est pour ça qu'il a eu tant d'ennemis, et c'est pour ça qu'il a dû défendre son projet. Plus loin dans son document, il dit « Ce ne sont pas les herbes étrangères, rares et de grands coups, qui recèlent seules les principales vertus pour la guérison. Il y en a en telle foulée en lavoir, c'est-à-dire qu'il y en a partout sur les chemins, 1000 fois plus efficacieuses. Plusieurs paysans le savent, et le bien qu'ils confèrent de ces domestiques végétaux aux pauvres malades fait qu'ils hochent la tête sur les médecins et se rient des apothicaires. Vous voyez la prise de position contre les médecins du roi. N'oubliez pas que là, c'est en 1628. Le malade imaginaire de Molière, c'est 1673. Donc on est encore dans ce combat entre la médecine officielle de la Sorbonne et puis la formation des praticiens qui sont ceux qui vont former la médecine moderne. Donc, le résultat, c'est qu'effectivement, il obtient la création de son jardin royal des plantes médicinales, qui est ouvert en 1635 et qui est donc destiné à éduquer les médecins, les futurs médecins. Et il y a 3 cours qui sont ouverts. Un cours de botanique, entre parenthèses médicinale, donc les plantes médicinales, un cours de chimie pharmaceutique, comment on transforme ces végétaux pour en faire des médicaments, et un cours d'anatomie de l'homme. Et ces cours sont publics, et ils sont gratuits, et ils sont donnés en français. La Sorbonne, c'était aussi gratuit, mais c'était des cours en latin, et c'était pas public. Donc c'est là le conflit entre ces deux institutions. Alors c'est un drôle de pas de retour en arrière, mais une drôle d'évolution, c'est que maintenant le Muséum d'histoire naturelle fait partie de Sorbonne Université. Donc 3 siècles après, la boucle est bouclée si on peut dire. Donc le jardin royal s'ouvre, il y a un cours d'anatomie, anatomie de l'homme. Le premier professeur d'anatomie, c'est un académicien qui s'appelle Cureau de la Chambre. Il a publié un livre qui s'appelle L'art de connaître les hommes. Et le frontispice du livre, c'est la petite image que j'ai mise. Et on suppose que c'est la première vision qu'on puisse avoir du cabinet d'anatomie à l'ouverture du jardin du roi. Je vous ai mis quelques images des aspects du jardin. Donc là, c'est sous Louis XIV. Vous voyez le grand parterre qui existe toujours. Vous voyez au fond Non, c'est pas ça. C'est ça la pointe. Voilà. Ici, vous avez le cabinet d'histoire naturelle qui actuellement, c'est la Grande Galerie de l'Évolution qui a été construite au XIXe siècle. Vous voyez le grand parterre et puis tous les visiteurs. Et en bas, il y a 2 scènes qui représentent les séances de dissection et d'anatomie des animaux et des hommes. Vous voyez donc dans la figure de droite, vous avez le roi qui visite. Et dans la figure de gauche, vous avez tous les académiciens des sciences qui sont au jardin et qui commencent à disséquer des animaux. Vous avez un renard sur la table. Et vous voyez au fond, accroché au mur, des squelettes. Il y a un squelette humain ici, puis il y en a un autre là-bas que j'arrive pas à voir. C'est au milieu entre les fenêtres là. Et vous voyez qu'ils sont mêlés avec les squelettes d'animaux, donc même si c'est un cours d'anatomie humaine, en réalité c'est l'anatomie en général. Je saute dans le temps, une époque importante, c'est celle où, à partir de la chaire de botanique, on commence à organiser les collections de botanique à travers la formation de l'herbier, c'est-à-dire qu'on conserve les plantes sèches pour pouvoir les montrer, en plus d'avoir des plantes vivantes dans le jardin, et on commence à garder les produits qui sont faits avec ces plantes. C'est ce qu'on a appelé le droguier. J'ai retenu 2 personnalités marquantes, à la fois de l'histoire des hommes et de l'organisation du jardin du roi. À gauche, vous avez Joseph Tournefort, qui était le professeur de botanique, qui a été un des créateurs de la botanique moderne, qui a commencé à décrire les plantes, à leur donner des noms et à organiser une classification des plantes. Et puis, à droite, vous avez son assistant, qu'on appelait le démonstrateur de l'époque, qui est Sébastien Vaillant, qui, lui, a organisé l'herbier et le droguier. Ces 2-là s'intéressaient à toutes les plantes françaises et les plantes exotiques. C'est une époque où les plantes commencent à arriver, on va revenir plusieurs fois là-dessus, et ils les collectent et les mettent en herbier. J'ai mis 2 planches d'herbier de Tournefort et de Vaillant, donc ils ont constitué eux-mêmes à cette époque-là, au XVIIe siècle. À gauche, l'herbier de Tournefort, vous avez un piment,
qu'il avait collecté lui-même en Turquie. C'est la première branche de piment qu'on a en herbier à Paris, et dans le monde, il n'y en a pas beaucoup plus de ça. Et à droite, c'est un ananas que Vaillant avait collecté dans le jardin d'un prince. Donc il était en culture à Paris, il en a trouvé un, et il l'a mis en herbier. L'image du milieu, en couleur, c'est le frontispice du manuel de botanique de Tournefort, et c'est une image qui représente Tournefort dans le jardin, entouré de ses élèves, et qui est en train de faire ses démonstrations de botanique sur les plantes vivantes. C'est la personne qui est habillée en noir. Non, je me trompe encore de bouton. Ici, là. Donc ça, c'est l'image qu'on a de Tournefort dans son jardin. Une autre vue du jardin un peu plus tard. Donc là, on est sous la Régence, entre Louis XIV et Louis XV. C'est une époque charnière parce que jusqu'à cette période-là, le directeur, donc ce qu'on appelait le surintendant, c'était le premier médecin du roi. Et là, le surintendant va être une personnalité qui n'est plus le médecin du roi, et qui d'ailleurs, la plupart d'entre eux maintenant, ne seront plus des médecins. La grande figure, évidemment, c'est Buffon, qui va être nommé intendant du jardin royal, et qui va y régner pendant 50 ans, et qui va le réorganiser en totalité, à la fois en structure et en espace. Il va étendre considérablement le jardin. Le jardin des plantes tel que vous le connaissez aujourd'hui, résulte des activités de Buffon. Il a acquis des terres pour augmenter la surface. Il va promouvoir l'histoire naturelle par des conférences, et surtout par un livre majeur qui est l'histoire naturelle, qu'il a rédigé pendant toute sa vie, qui a été un succès de librairie énorme, et qui en même temps est un livre remarquablement bien écrit, ce qui en reste un document littéraire important, mais en même temps il a diffusé avec ça dans la bourgeoisie et dans les classes nobles du pays et au-delà, l'importance de l'histoire naturelle. Ce qui lui a permis de favoriser les voyages et de susciter des dons, des échanges, des collections venant de tous ceux qui en avaient les moyens, et ce qui a construit réellement la base, le socle des collections du muséum que l'on possède actuellement. Il s'intéressait à l'homme. L'histoire naturelle, il y a une partie sur l'histoire de la Terre, importante, j'en parlerai pas plus, et il y a la majorité, c'est sur les vertébrés. Il n'a pas publié sur les invertébrés, qui à cette époque-là n'étaient pas encore considérés. Et puis, il n'a pas publié sur les plantes. Mais sur les vertébrés, il l'a fait, et il a consacré deux volumes à l'histoire naturelle de l'homme, avec cette phrase que j'ai extraite de l'un d'entre eux, qui montre les questions philosophiques que tous ces savants se sont posées à travers le temps, où l'homme a tout le temps été une interrogation pour eux, même s'ils ne l'ont pas forcément approfondi. Donc lui, il dit « Des considérations sur l'âme doivent-elles se trouver dans un livre d'histoire naturelle? Pourquoi vouloir retrancher de l'histoire naturelle de l'homme l'histoire de la partie la plus noble de son être ?» Il va en parler un peu dans son livre, en partie. Alors j'ai mis une image en haut à droite, c'est une gravure tirée de l'histoire naturelle de Buffon, qui montre comment était constitué le cabinet d'histoire naturelle en son temps. Et vous en avez une image, une vision. Quand vous allez dans la médiathèque au Jardin des Plantes, il y a, dans la partie arrière de la médiathèque, il y a un meuble qui est une boiserie, qui est une de celles qui est passée par différents propriétaires, mais une de celles qui était dans le cabinet d'histoire naturelle. Ça vous permet de voir un peu à quoi ressemblaient les vitrines de cette époque-là. Et on a encore quelques traces des collections du XVIIIe siècle, très peu, mais quelques-unes. Donc j'ai mis une pièce anatomique, j'ai mis deux pièces anatomiques, en fait, un crâne, et puis le squelette du nain du roi de Pologne, qui avait été offert à Buffon après son décès. Et puis un des tout premiers chimpanzés qui est arrivé en Europe et qui est arrivé au Jardin du Roi, qui s'est appelé Joko, qui était un jeune chimpanzé que Buffon a donc connu, élevé, et puis qui est décédé. Donc quand il est mort, il a été empaillé. Vous voyez un montage de ce temps-là, très réaliste. Et puis en bas, ce qui reste de son squelette. Et au milieu, quelque chose de curieux, mais qui montre l'importance que les rois ont attachée au jardin.
c'est que Louis XVI, comme tous les rois, il chassait. Il avait tué une grive qui était une albinos et il l'a offert au jardin du roi. Donc vous avez la grive blanche de Louis XVI. Alors, dans l'histoire naturelle de l'homme, il se pose beaucoup de questions sur l'évolution, les différences d'âge depuis les bébés jusqu'aux vieillards, la démographie, etc. Et puis, il s'intéresse sur pourquoi il y a autant de diversité dans l'espèce humaine. Et j'ai retenu cette phrase qui est importante, c'est qu'il dit que les variétés qui se trouvent entre les hommes, elles sont liées au climat dans lequel ils vivent. Donc on commence à se poser des questions sur pourquoi il y a autant d'hommes différents. Le contexte de ce XVIIIe siècle, c'est la découverte du monde. On commence à circuler partout et il commence à y avoir des grandes expéditions, des grands voyages, des grands séjours dans différentes contrées du monde, ce qui est une nouveauté. Avant, c'était des marins qui sillonnaient la Terre pour faire des cartes et surtout pour trouver des continents. Et là, on a des savants qui vont outre-mer pour voir qu'est-ce qu'il y a. Ça commence avec Tournefort, qui lui va explorer la flore de la Méditerranée de l'Orient. Adanson, qui va faire pareil au Sénégal. Je ne vous lis pas toute la liste. Vous avez les principaux voyages naturalistes qui sont là, et tous ont rapporté des collections. Donc vous avez toute cette série, ça c'est les plus importants, il y en a eu plein d'autres, enfin il n'y en a pas eu plein d'autres, il y en a eu plusieurs autres, et chacun ont été des avancées majeures à la fois dans la description du monde et dans la description des espèces qu'ils pouvaient rencontrer. 1793, la Révolution française, et le Jardin du Roi, les professeurs du Jardin du Roi vont rédiger des nouveaux statuts qu'ils vont faire défendre devant l'Assemblée nationale par le député Lacanal, et qui va faire créer par un décret le Muséum national d'histoire naturelle, en même temps que dans une deuxième partie du décret, il va faire créer le Muséum national des arts, qui est l'origine du Louvre. Et la description du but de cet établissement, je vous la lis parce qu'elle est importante. Le but premier de cet établissement sera l'enseignement public de l'histoire naturelle, prise dans toute son étendue et appliquée particulièrement à l'avancement de l'agriculture, du commerce et des arts. Entendez art dans le sens qu'on donne actuellement aux arts et métiers. Hein. C'est ce qui est fait avec les mains, hein, les arts. Voilà une vue du Muséum national d'histoire naturelle à cette période-là, 1794. Vous avez encore le cabinet d'histoire naturelle au fond, et puis le jardin et les promeneurs. Et puis, à sa création, il y a 12 cours publics qui sont créés. Parmi les 12, il y en a 4 que j'ai listés là, qui vont avoir une importance pour la suite de nos sciences. Cours d'anatomie de l'homme, donc ça c'est un des cours de l'origine. Cours de botanique dans la campagne, c'est le deuxième cours de l'origine. Et le troisième, c'est le cours des arts chimiques. C'est les 3 cours qui étaient à la création du Jardin du Roi. Et à ça s'est ajouté un cours extrêmement important, cours d'agriculture et des cultures, qui a été confié à Thoin, donc qui est le premier portrait à gauche, qui était le jardinier du Jardin du Roi et qui était un des principaux collaborateurs et assistants de Buffon, qui était né dans le jardin d'ailleurs. À cette époque-là, ils habitaient tous dans le jardin, les professeurs. Et donc, je vais parler plus longuement du cours d'anatomie et du cours d'agriculture, parce que c'est de eux dont une grande partie des sciences de l'homme actuelles au muséum vont être issues. Alors, le cours d'agriculture et de culture des jardins, des arbres fruitiers et des bois va très vite s'appeler le cours de culture. Donc, le premier titulaire, c'était André Thoin, qui a beaucoup enseigné, beaucoup pratiqué l'acclimatation des plantes qui pouvait pousser au jardin des plantes, et il va développer un réseau d'échanges extrêmement intense entre le jardin de Paris et tous les autres jardins botaniques et toutes les autres régions du monde, des échanges de végétaux. Il va susciter que les voyageurs ramènent des plantes vivantes dans des petites serres qu'il avait créées pour essayer de les cultiver à Paris, et réciproquement. Donc il y a un réseau très intense de diffusion des plantes en vue de les mettre en culture, et qui va se poursuivre jusqu'à aujourd'hui dans cette chaire des cultures. En même temps, il s'intéresse, donc ça c'est l'aspect diffusion et naturalisation des végétaux. L'autre aspect, c'est l'agriculture proprement dite, et il va étudier, essayer différentes techniques de culture des plantes, et pour cela, il va inventorier les outils qui sont utilisés en France,
Et là, j'ai mis une des planches, enfin, un quart d'une planche, c'est un grand atlas du cours de Thoin, dans lequel on voit tous les types de houes et de pics qui sont utilisés, et chacune est expliquée évidemment dans le texte. Parmi les différents professeurs de culture à travers les siècles, j'en ai retenu un autre, qui est presque l'avant-dernier, en fait, Désiré Bois, avec un nom bien choisi, qui lui s'est intéressé aux plantes alimentaires. Il avait commencé par faire des tentatives de culture de plantes méconnues, soit abandonnées parce que très anciennes, soit provenant d'autres régions, et qu'il a publié après des essais dans ce livre qui est toujours édité, qui s'appelle Le potager d'un curieux, dans lequel il décrit 250 plantes qui viennent de tous les pays tempérés du monde, en fait aussi bien de Chine que d'ailleurs, et pour lequel, avec son collègue Armand Pailleux, ils ont essayé toutes ces plantes, donc ils en ont fait la cuisine et puis ils les proposent. Et parmi celles-ci, il en reste une que peut-être vous avez déjà vue au marché, qui s'appelle le crône. C'est ce que j'ai mis en photo en haut à droite, qui est une plante chinoise que ces deux hommes-là ont introduite et cultivée à Crône, où il y avait le jardin d'essai de Pailleux. C'est pour ça qu'il s'appelle comme ça, ce petit légume. En même temps, donc, il y a le développement de la chaire d'anatomie, donc une des chaires d'origine du jardin du roi, qui devient une des 12 chaires du muséum. Donc à cette époque-là, 1793, on crée la chaire d'anatomie de l'homme et la chaire d'anatomie des animaux, évidemment. Et là, le premier titulaire, c'est Portal, qui est un médecin. Et lui, malgré le cours dans lequel il déclare qu'il va faire de